que la première chose pour moi, c'est que c'est le dernier opéra de Mozart. Enfin, il y a la Clémence de Titus qui est un peu au même moment, mais bon, c'est un peu un opéra testament, la flûte enchantée. Donc il y a une chose là-dedans qui moi m'intéresse en termes de contenu. Je pense que pour faire un peu savant, elle est créée en septembre 1791. Et Mozart s'éteint en décembre 1791. Donc on est vraiment sur les derniers mois de sa vie. Il y a quelque chose, et je ne peux pas croire que, en composant cette œuvre-là, moi je ne suis pas musicologue, donc tout ça c'est avec beaucoup de pincettes, hein, mais je ne peux pas croire que à ce moment-là de sa vie, il n'y ait pas dans cette œuvre quelque chose qui soit une sorte de bilan, une sorte de testament, une chose de... Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est un opéra qui a été créé à Vienne pour un théâtre de faubourg. Donc on est loin des Don Giovanni et des Noces de Figaro qui sont en langue italienne et qui sont donc réservés à un public un peu initié. Là, on est sur un théâtre de faubourg. L'opéra est en langue allemande, donc accessible à peu près à tout le monde. Donc ça c'est un truc qui était intéressant. Et puis l'opéra, il est en lui-même collaboratif. C'est-à-dire que c'est un musicologue qui s'appelle... J'ai oublié. Olivier. Alain-Patrick Olivier disait, enfin lui, il se dit qu'il y a forcément eu un travail collaboratif autour de l'écriture de l'opéra, que Mozart s'est mis avec de la famille, des potes, des gens, et puis des gens de son milieu franc-maçon, pour constituer cet opéra. Donc c'est déjà collaboratif. Mozart s'est même intéressé au livret qu'il a écrit avec Schikaneder. Donc c'est un peu pour moi une œuvre de copain. Il y a un truc là-dedans qui est... Et puis Schikaneder, donc qui n'est pas chanteur, c'est lui qui créera le rôle de Papageno. Donc il y a des choses comme ça qui me plaisaient bien. Et puis la musique, on atteint un peu, je trouve, la pointe de ce que Mozart arrive à faire en termes de subtilité et en termes de modernisme quand il raconte l'intériorité des personnages. Je trouve qu'il y a quelque chose... Après, c'est encore une fois très subjectif, hein. Je redis, je ne suis pas musicologue, c'est que de l'émotion, hein, ce que moi je raconte, mais je trouve dans la musique de Mozart, ce que l'orchestre raconte, en même temps que ce qui se passe sur un plateau, c'est extrêmement riche. On n'est pas sur un seul discours. C'est-à-dire qu'en fait, on a le chanteur qui a son texte, qui dit quelque chose, avec une certaine musique, et puis l'orchestre soit valide, soit invalide ce qui est en train de se passer au plateau. Donc je trouve que dans cette dimension un peu psychologique, c'est vachement intéressant d'aller creuser ça. Et donc nous, c'est ce qu'on va faire sur la flûte enchantée pour la Lao Opéra. C'est pas tant, on va pas s'attarder sur toute la symbolique maçonnique, hein, qui irrigue tout l'opéra, mais moi j'y connais pas grand-chose et je pense que ça a été fait déjà bien mieux que par moi. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est les relations entre les personnages, entre les trois couples un peu emblématiques qui vont être Zarastro, Reine de la Nuit, Tamino, Pamina, puis Papageno, Papagena. En fait, ces gens-là se rencontrent et j'ai l'impression que c'est un peu comme un jeu de billard. C'est-à-dire qu'ils se rencontrent et ça modifie leur trajectoire ou pas. Et de là, je me dis, qu'est-ce qui fait que ça modifie ou pas leur trajectoire? Donc cette idée de la cage qui est amenée par Pamina, qui est physiquement kidnappée et séquestrée. Et puis Papageno, qui est un oiseleur. Son boulot, c'est de mettre des oiseaux en cage. Et là, il y a un lien qui se crée, alors peut-être un peu tiré par les cheveux, mais voilà, cette symbolique de la cage, de comment la société, les gens nous mettent dans des cages. Donc là, on s'attaque à tous les a priori, les préjugés, ce qu'on pense des gens sans savoir. Même, ça peut aller jusqu'aux intox, informations, tout ça. Et puis, les cages dans lesquelles on se met soi-même. Et là, donc, c'est la Reine de la Nuit qui est complètement enfermée dans sa rage, dans sa vengeance. Et donc, elle s'enferme toute seule là-dedans. Puis la trajectoire va pas beaucoup bouger. Elle va rien écouter, rien entendre, pas se laisser toucher. La cage de Zarastro aussi, qui lui est dans une espèce de position patriarcale indéfendable, misogyne terrible, et où il va justement pas du tout accéder à la souffrance de la Reine de la Nuit. Enfin, il y a l'histoire d'avant, c'est quand même rigolo, c'est que la Reine de la Nuit, elle n'est pas méchante pour être méchante. C'est qu'elle est méchante parce qu'à un moment, elle a été profondément humiliée par son mari, qui est un prêtre au même titre que Zarastro, et qui va lui dire, quand lui il meurt, non, t'es une femme, donc le pouvoir, j'ai plutôt le fil de Zarastro, le pouvoir magique du soleil. Et là, il y a une humiliation qui est à la base de sa rage. Ça vient pas de nulle part, c'est pas une femme hystérique. Mais bon, voilà. Elle dépassera pas cette douleur-là. Et Zarastro, lui, il dépassera pas non plus le code de c'est nous, les mecs, qui devons régner, quoi. Et donc tout ça, ça va m'intéresser. Et comment ça va se jouer au plateau, ça?
le rapport entre ces différents personnages, comment ils vont évoluer dans des cages. Donc j'ai réfléchi avec la scénographe sur le dispositif scénique qui va être en fait que des barreaux partout, enfin des dispositifs de cages modulables, donc soit en très grand, soit en tout petit, mais on va être autour de ce thème-là et comment ils vont évoluer là-dedans entre ces différents personnages. Voilà pourquoi la flûte enchantée.